Nous avons décidé que ta sœur a besoin de ton appartement, a déclaré maman au dîner. Elle a 3 enfants maintenant. J'ai silencieusement sorti mon téléphone. Intéressant, parce que les 200 logements sont déjà occupés. Papa a renversé son vin. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de nos têtes, alors que j'étais assise à la table de salle à manger de mes parents, écoutant ma mère parler d'un ton monotone des obligations familiales. J'aurais dû me douter que quelque chose se préparait, quand elle a insisté pour ce dîner de famille dans leur propriété de Greenwich, dans le Connecticut. Ma sœur, Bethany, était assise en face de moi, avec ce petit sourire suffisant au coin des lèvres, un sourire que j'avais appris à reconnaître en 32 ans de guerre fratricide. Tracy, ma chérie, ton père et moi avons discuté de ta situation de logement, a commencé maman, en posant sa fourchette avec une précision délibérée. Elle faisait toujours ça quand elle était sur le point de lâcher une bombe. Nous avons décidé que ta sœur a besoin de ton appartement. Elle a 3 enfants maintenant, et cette maison de ville exiguë à Westchester ne suffit plus. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Mon appartement, ce penthouse en duplex à Tribeca pour lequel je m'étais démené, cet endroit que j'avais acheté il y a 5 ans avec mon propre argent, mon propre crédit, et ma propre sueur, après avoir bâti mon entreprise de conseil en technologie à partir de rien. Pardon, ai-je réussi à garder une voix stable, bien que ma main se soit resserrée sur le pied de mon verre à vin. Bethany s'est penchée en avant, son ongle parfaitement manucuré tapotant sur la table en acajou. Eh bien, tu es célibataire, Tracy. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. J'ai Jackson, Emma, et la petite Sophia à qui penser. Ils ont besoin d'espace pour grandir, et ton appartement est parfait. 4 chambres, c'est magnifique au plafond, cette terrasse sur le toit. Mon appartement, que j'ai acheté, ai-je dit lentement, chaque mot soigneusement mesuré, avec mon propre argent. Papa s'est éclairci la gorge, sans croiser mon regard. Allons, Tracy, sois raisonnable. La famille, ça s'entraide. Ta sœur a des difficultés, et tu t'en sors plutôt bien. Tu peux sûrement trouver quelque chose de plus petit, de plus approprié pour une femme vivant seule. J'ai silencieusement sorti mon téléphone, parcourant mes emails avec un calme délibéré, tandis qu'ils me regardaient tous avec attente. Le silence s'étira, devenant de plus en plus inconfortable. L'œil de ma mère a eu un tic. Elle détestait être ignorée. Tracy Elizabeth Harper, est-ce que tu nous écoutes au moins? La voix de maman avait ce ton tranchant qui me faisait sursauter quand j'avais 10 ans. J'ai levé les yeux, croisant son regard directement. Intéressant, parce que les 200 logements sont déjà occupés. Papa a renversé son verre de vin en attrapant la bouteille, le liquide rouge foncé s'étalant sur la nappe blanche comme du sang. De quoi parles-tu? Quels 200 logements? J'ai posé mon téléphone, l'écran affichant l'entête d'un email de ma société de gestion immobilière. L'immeuble d'appartement. Mon immeuble. Celui que j'ai acheté il y a 18 mois. Tous les 200 logements résidentiels, y compris mon penthouse, sont actuellement occupés par des locataires avec des baux juridiquement contraignants. Le silence qui a suivi était absolument délicieux. Le visage de Bethany était devenu pâle. Tu ne possèdes pas d'immeuble. C'est impossible. Tu gères une petite boîte de conseil en informatique. Une petite boîte de conseil en informatique que j'ai vendue l'année dernière pour 47 millions d'euros, ai-je corrigé aimablement, que j'ai ensuite diversifié dans des investissements immobiliers. L'immeuble de Tribeca a été mon premier achat majeur. J'ai gardé le penthouse pour moi et j'ai rénové le reste. Voulez-vous voir le portefeuille? Maman était figée, la bouche légèrement ouverte, ressemblant étrangement à un poisson. Papa, toujours pragmatique, avait déjà commencé à assembler les pièces du puzzle, son visage passant par le choc, la prise de conscience, et quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Tu ne nous as jamais dit que tu avais vendu ton entreprise, a-t-il dit doucement. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu en prenant une gorgée de mon vin. En fait, la dernière fois que nous avons discuté de ma carrière, maman m'a dit que je devrais abandonner et me concentrer sur la recherche d'un mari avant que mon horloge biologique ne s'arrête. Je crois que c'était à Thanksgiving, juste avant que vous ne passiez 2 heures à faire l'éloge de l'œuvre d'art de Beth, que son mari avait en fait peinte. Je n'ai pas, balbutia Bethany, le visage rouge. Kevin m'a juste aidé avec certains aspects techniques. Des aspects techniques comme tenir le pinceau et faire chaque coup de pinceau. J'ai affiché une publication Instagram sur mon téléphone, montrant une vidéo que son mari avait accidentellement postée puis rapidement supprimée,
le montrant clairement en train de peindre toute la toile qu'elle revendiquait comme son propre chef-d'œuvre. Celui qui s'était vendu 15 000 € à la vente aux enchères caritatives. Internet n'oublie jamais, bête. Ma mère a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. C'est absurde. Tu inventes des histoires parce que tu ne veux pas aider ta sœur. Un empire immobilier, 47 millions. Ne sois pas ridicule, Tracy. J'ai ouvert mon application bancaire, le portail de gestion de patrimoine privé, et j'ai tourné l'écran vers elle. Le solde affiché a fait blêmir son visage. Ça, c'est juste mon compte courant principal. Voulez-vous voir le portefeuille d'investissement? Les propriétés immobilières? J'ai aussi un portefeuille d'actions diversifiées, 3 propriétés commerciales à Manhattan, et une maison de vacances à Martha's Vineyard dont je n'ai pas parlé parce que, eh bien, personne ne me pose jamais de questions sur ma vie. Bethany avait maintenant des larmes qui coulaient sur son visage, mais je ne pouvais dire si c'était de colère, d'embarras, ou de choc. Ce n'est pas juste. On t'a toujours tout servi sur un plateau. La plus intelligente, celle qui réussit, et maintenant tu es riche en plus. J'ai vraiment ri à ça. Servi sur un plateau, bête? Maman et papa ont payé toute ton éducation universitaire à Sarah Lawrence. Ils vous ont acheté, à toi et Kevin, votre maison de ville comme cadeau de mariage. Ils paient les frais de scolarité de l'école privée des enfants. Moi, j'ai eu une éducation dans une université d'État que j'ai payée moi-même, avec des bourses et 3 emplois à temps partiel. Et quand j'ai lancé mon entreprise, papa m'a dit que je perdais mon temps et que je devrais trouver un vrai travail. Nous t'avons soutenu émotionnellement, a protesté faiblement maman. Non, vous avez soutenu bête émotionnellement. Vous m'avez dit que j'étais difficile quand je travaillais tard. Vous avez dit que j'étais égoïste quand je ne pouvais pas venir au dîner de famille parce que je construisais mon entreprise. Vous me compariez constamment à Beth, en me demandant pourquoi je ne pouvais pas être plus attentionnée, plus féminine, plus axée sur la famille. Je me suis levé, remettant mon téléphone dans mon sac à main. Et maintenant, vous voulez que je lui cède ma maison parce qu'elle a des enfants. Des enfants, d'ailleurs, dont vous pourriez cesser de payer les frais de scolarité si Beth vendait réellement ses propres œuvres d'art, au lieu de faire passer les peintures de Kevin pour les siennes. Papa a finalement pris la parole, la voix rauque. Tracy, assieds-toi. Discutons raisonnablement. Non, je ne crois pas, j'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise. Il n'y a rien à discuter. Mon appartement est à moi. Mon immeuble est à moi. Mon succès est à moi. Et rien de tout cela n'est disponible pour être redistribué, juste parce que vous avez enfin réalisé que Beth a épousé un perdant qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Comment oses-tu, a hurlé Bethany en se levant d'un bond. Kevin est un père et un mari merveilleux. Kevin est un artiste raté, qui boit trop, et qui n'a pas eu d'emploi stable depuis 5 ans, ai-je dit sans détour. Tout le monde le sait. La seule raison pour laquelle vous ne coulez pas, c'est que maman et papa continuent de vous lancer des bouées de sauvetage. Mais j'en ai fini de vous regarder tous prétendre que c'est moi l'égoïste, parce que je ne participe pas à l'opération de sauvetage. Je me suis dirigé vers la porte, mais la voix de maman m'a arrêté. Si tu franchis cette porte, tu ne fais plus partie de cette famille. Je me suis retourné, et je devais avoir l'air différente, car elle a vraiment reculé d'un pas. Maman, j'ai cessé de faire partie de cette famille quand j'avais 16 ans et que Beth est tombée enceinte de Jackson, et que je suis soudainement devenu le distributeur de billets de la famille au lieu de la fille. Je ne fais que l'officialiser maintenant. Le trajet de retour vers Manhattan m'a donné le temps de réfléchir, de laisser l'adrénaline retomber, de me demander si je venais de commettre une terrible erreur. Mais quand je suis arrivé devant mon immeuble, mon bel immeuble rénové et entièrement occupé, et que j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à mon penthouse, je n'ai ressenti que du soulagement. Je me suis versé un verre de vin et je suis resté sur ma terrasse sur le toit, regardant le paysage urbain scintillant. Mon téléphone vibrait sans cesse d'appels et de SMS de ma famille, mais je les ai tous ignorés. À la place, j'ai ouvert mes emails et j'ai répondu à un message que j'avais reporté. Le message venait de Marcus Chen, un capital risqueur qui me courtisait depuis des mois pour s'associer sur une nouvelle société de capital risque, axée sur les fondateurs sous-représentés. J'avais hésité, ne sachant pas si je voulais replonger dans ce monde après l'intensité de la création et de la vente de ma dernière entreprise. Mais maintenant j'étais prête. J'ai tapé ma réponse, m'engageant à cofonder la société avec un investissement initial de 20 millions d'euros, et j'ai cliqué sur envoyer.
Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Sophie, ma meilleure amie et ancienne partenaire en affaires. J'ai répondu. S'il te plaît, dis-moi que tu ne déprimes pas, a-t-elle dit d'emblée. J'ai vu que tu es chez toi, ce qui signifie que le dîner de famille est terminé, et tu ne rentres directement que quand ça a été vraiment terrible. Je viens de dire à ma famille d'aller au diable, ai-je dit, surprise de la stabilité de ma voix. Ils voulaient que je donne mon appartement à Beth. Le rire de Sophie était sec et amer. Bien sûr qu'ils le voulaient. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je possède l'immeuble, tout l'immeuble, et environ 200 autres choses qu'ils n'ont apparemment jamais pris la peine de remarquer dans ma vie. Oh mon Dieu, a soufflé Sophie. Tu leur as parlé de la vente? Tout. La vente, les investissements, tout. Comment l'ont-ils pris? Maman m'a renié. Bien, a dit Sophie avec ferveur. Peut-être que maintenant, tu pourras enfin te libérer d'eux. En parlant de ça, tu viens toujours à la collecte de fonds la semaine prochaine? Parce que j'ai besoin de toi. Marcus Chen sera là, et il amène cet investisseur providentiel de la Silicon Valley. J'ai souri malgré tout. Je viens de m'engager à hauteur de 20 millions pour cofonder une société de capital risque avec Marcus. Sophie a poussé un cri si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu es sérieuse, Tracy? C'est incroyable. Attends, est-ce que c'est un moment du genre je brûle tout et je renais de mes cendres? Parce que je suis totalement partante pour ça. Peut-être, ai-je admis. Ou peut-être que j'en ai juste marre de me faire petite pour que les autres soient à l'aise. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, faisant des projets, discutant d'opportunités, rêvant plus grand que je ne m'étais autorisé à le faire depuis des années. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. La plupart provenaient de ma mère et de Bethany, alternant entre culpabilisation, accusation, et exigence d'excuses. Il y en avait 3 de mon père, d'un ton de plus en plus conciliant. Le dernier, envoyé à 2h47 du matin, disait « Ta mère est contrariée. Tu aurais peut-être pu gérer ça différemment. Appelle-moi. Peut-être aurais-je pu mieux gérer ça. Peut-être aurais-je pu être plus douce, plus compréhensive, plus accommodante. Mais j'avais été douce, compréhensive et accommodante pendant 32 ans, et cela ne m'avait valu que d'être prise pour acquise. J'en avais fini avec les peut-être. Au lieu de répondre à l'un d'entre eux, j'ai appelé mon avocate, Jennifer Morrison, un requin en tailleur Chanel, qui avait géré la vente de mon entreprise et toutes mes transactions immobilières ultérieures. Mais d'abord, j'avais besoin de café. Un café fort. Le genre qui pouvait alimenter la vengeance et la planification stratégique à parts égales. Je me suis rendu à mon café préféré, à 3 pâtés de maison de mon immeuble, un petit endroit niché entre une librairie vintage et un fleuriste. La propriétaire, Maria, m'a accueilli avec son sourire chaleureux habituel, qui s'est effacé en voyant mon visage. Nuit difficile, a-t-elle demandé, préparant déjà ma commande habituelle sans que je le demande. Famille difficile, ai-je corrigé en me glissant dans ma banquette d'angle préférée. Ah, a-t-elle hoché la tête en connaissance de cause. C'est le pire genre de difficulté. Au moins, avec une nuit difficile, on peut dormir pour l'oublier. En attendant mon café, j'ai parcouru mon téléphone, regardant les SMS que j'avais ignorés. Bethany avait envoyé une série de messages de plus en plus frénétiques, à partir de minuit environ, tu es tellement égoïste. Les enfants ont besoin d'espace. Kevin a encore perdu son travail. Nous ne pouvons pas payer notre hypothèque. Maman et papa ne nous aideront plus parce que tu les as fait culpabiliser. Il faut toujours que tu sois le centre de l'attention, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es meilleur que nous. Ce dernier m'a fait éclater de rire, faisant se retourner le couple de la table voisine. L'ironie était stupéfiante. Pendant 32 ans, j'avais été invisible. Maintenant que j'étais enfin sorti de l'ombre, j'étais soudainement en quête d'attention. Les messages de ma mère étaient différents, plus calculés, plus manipulateurs. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois cruel, Tracy. Ta sœur a des difficultés. N'as-tu aucune compassion? Nous sommes une famille. La famille se sacrifie les uns pour les autres. Tu brises le cœur de ton père. Ce dernier m'a piqué. Malgré tout, mon père avait toujours été le plus doux de mes 2 parents,
celui qui me glissait parfois 20 € pour une pizza quand je travaillais tard sur ma start-up. Il ne m'avait jamais défendu, mais il n'avait jamais été activement cruel non plus. Maria a apporté mon café avec un croissant au chocolat que je n'avais pas commandé. C'est la maison, a-t-elle dit. Tu as l'air d'en avoir besoin. Merci, Maria. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Quand tu as ouvert ce café, est-ce que ta famille t'a soutenu? Elle a ri, un rire qui portait des années d'expérience. Ma mère m'a dit que je gaspillais mon diplôme de cuisine. Mon frère m'a dit que je devrais épouser un homme riche au lieu de travailler si dur. Mon père, que son âme repose en paix, a été le seul à croire en moi. Il m'a donné 5 000 € de ses économies et m'a dit de réaliser mes rêves. Les autres ont-ils fini par changer d'avis? Finalement, oui, après que j'ai réussi et qu'ils ne pouvaient plus le nier. Mais à ce moment-là, je n'avais plus besoin de leur approbation. C'est ça, le truc, quand on construit quelque chose soi-même. On apprend que l'opinion des autres, même de la famille, ne définit pas notre valeur. Je suis resté avec cette sagesse un moment, regardant l'agitation matinale des professionnels venant chercher leur café avant le travail. C'étaient mes gens, les battants, les bâtisseurs, ceux qui se levaient chaque jour et faisaient bouger les choses. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Tracy Harper, ai-je dit professionnellement. Mademoiselle Harper, ici la directrice Robert de la Lakeside Academy. La voix de la femme était nette et formelle. Je vous appelle au sujet de votre nièce et de vos neveux. Mon estomac s'est noué. Est-ce que tout va bien? Sont-ils blessés? Ils vont bien physiquement, m'a-t-elle assuré. Cependant, leurs frais de scolarité pour le semestre de printemps n'ont pas été payés. Nous essayons de joindre M et Madame Peterson depuis 3 semaines. Les comptes indiquent que Richard et Caroline Harper sont inscrits comme garants sur le compte, mais ils nous ont informé qu'ils ne couvraient plus les frais. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Mes parents punissaient Bethany pour mes péchés, et les enfants étaient pris entre deux feux. Combien doit-on, ai-je demandé. Le solde pour les 3 enfants pour le semestre est de 42 000 €. Je n'ai même pas hésité. Je virerai les fonds aujourd'hui, mais je veux que le compte soit modifié. Retirez mes parents comme garants et mettez-moi à la place. Adressez-moi toutes les futures communications. Il y a eu une pause. Mademoiselle Harper, en êtes-vous certaine? C'est un engagement financier important. Les frais de scolarité annuels pour 3 enfants s'élèvent à 84 000 €, ai-je terminé pour elle? J'en suis consciente. Je vais également créer un compte d'éducation pour les couvrir jusqu'au lycée. Envoyez-moi simplement les documents nécessaires. Après avoir raccroché, je suis restée assise, fixant mon téléphone. Je venais de m'engager à payer près d'1 million € en frais de scolarité pour une école privée, de l'argent que j'avais juré de ne pas donner à ma famille. Mais les enfants, eux, n'avaient rien demandé. Ils ne méritaient pas d'être des pions dans une guerre d'adultes. J'ai appelé Jennifer Morrison. Tracy, j'allais justement t'appeler, a-t-elle répondu. Tu ne croiras jamais l'email que j'ai reçu de l'avocat de ta mère. Elle a pris un avocat? Apparemment, elle menace de te poursuivre pour détresse émotionnelle causée par ton humiliation publique de la famille. Jennifer semblait plus amusée qu'inquiète. C'est complètement infondé, bien sûr. Je voulais juste que tu le saches. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête poindre. Ce n'est pas pour ça que j'appelais, mais on y reviendra. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je viens de payer les frais de scolarité de l'école privée de mes neveux et nièces. Tracy, je sais ce que j'ai dit, mais les enfants ne méritent pas de souffrir parce que les adultes se comportent comme des enfants. Je veux que tu crées un fonds en fiducie pour l'éducation, spécifiquement pour leur scolarité du primaire jusqu'aux études supérieures, s'ils le souhaitent mais avec des conditions. Quel genre de conditions? Ils doivent maintenir une moyenne d'au moins 3.0. Ils ne doivent pas avoir de problème avec la justice, et aucun de leurs parents ne peut accéder au fonds. Si Bethany ou Kevin essaient de retirer de l'argent, le fonds se bloque immédiatement et nécessite l'approbation d'un tribunal pour y accéder. De plus, je veux des rapports trimestriels sur l'utilisation de l'argent. Tu es une meilleure personne que je ne le serais, a dit Jennifer. Non, j'essaie juste de briser le cycle. Ces enfants vont grandir en sachant que le succès n'est pas quelque chose à punir, que posséder de l'argent ne fait pas de vous le méchant de la famille,
que les limites et la générosité peuvent coexister. J'aurai les documents prêts d'ici la fin de la journée, a-t-elle promis. Maintenant, à propos de la menace de procès de ta mère. Laisse-la poursuivre, ai-je dit, me surprenant par mon calme. La phase de communication des preuves serait très intéressante pour elle, n'est-ce pas? Toutes ces années de soutien financier à Bethany, le traitement préférentiel, les SMS documentés me demandant de céder ma propriété. Voyons comment ça se joue au tribunal. Le rire de Jennifer était vif d'approbation. Déjà réglé. Ils ont retiré la menace après que j'ai exposé à quoi ressemblerait la communication des preuves. Maintenant, à propos de ces fonds pour l'éducation que tu veux mettre en place. Rendons les blindés. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que mon café avait refroidi, mais je me sentais plus au chaud à l'intérieur que je ne l'avais été depuis des jours. Il y avait quelque chose de clarifiant à tracer des limites, à décider ce que l'on tolérerait et ce que l'on ne tolérerait pas. J'ai passé le reste de la matinée à m'occuper des aspects pratiques, virer les frais de scolarité, signer des documents, prendre des dispositions. À midi, j'avais assuré l'éducation de mes neveux et nièces jusqu'au niveau qu'ils souhaiteraient atteindre, tout en veillant à ce que leurs parents ne puissent pas en faire une arme ou une tirelire. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé ma grand-mère. Patricia Harper avait 92 ans, l'esprit vif comme l'éclair, et vivait dans une communauté de retraités dans le Vermont. C'était la mère de mon père et, contrairement au reste de la famille, elle m'avait toujours vu clairement. Tracy Jane. Sa voix était forte malgré son âge. Je me demandais quand tu appellerais. J'ai entendu parler de l'explosion familiale. Comment as-tu su? Ton père m'a appelé, en pleurant comme il le faisait à 7 ans quand il tombait de son vélo. Il m'a dit que ses filles se disputaient et que ça déchirait la famille. Elle a reniflé. Je lui ai dit qu'il aurait peut-être dû y penser avant d'élever une fille comme une princesse et l'autre comme le pilier qui soutient tout sans jamais être reconnu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mamie, c'est dur. C'est honnête. Ton grand-père, que Dieu ait son âme, a toujours dit que Caroline, ta mère, élevait ses filles avec des attentes impossibles. Il disait que soit tu te briserais sous le poids, soit tu deviendrais assez forte pour t'en aller. On dirait qu'il avait raison. Elle a fait une pause. Raconte-moi ce qui s'est passé, ma chérie. Toute l'histoire. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, le dîner, la demande pour mon appartement, la révélation de mon succès, les suites, tout. Elle a écouté sans m'interrompre, émettant parfois de petits sons de compréhension ou de désapprobation. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, ton grand-père t'a laissé quelque chose dans son testament. Je l'ai gardé, attendant que tu sois assez forte pour le recevoir sans culpabilité. Après avoir entendu cette histoire, je pense que le moment est venu. Mamie, tu n'as pas à chute. Il ne s'agit pas de devoir. Il s'agit de vouloir. Il a vu quelque chose en toi, même quand tu n'étais qu'une petite fille qui démontait les radios pour voir comment elles fonctionnaient. Il disait que tu avais la colonne vertébrale des Harper. Cette capacité à te tenir droite, même quand tout le monde essaie de te faire plier. Ma gorge s'est nouée. Il me manque. Il serait si fier de toi, Tracy. Pas seulement parce que tu as réussi, mais parce que tu as eu le courage d'exiger le respect. C'est plus difficile que de gagner de l'argent. Elle s'est éclaircie la gorge. Maintenant, je t'envoie un paquet. Il devrait arriver demain. À l'intérieur, il y a une lettre de ton grand-père et autre chose. Ne l'ouvre pas avant d'être seul. Et prévois peut-être des mouchoirs. Tu me rends nerveuse. Bien. C'est important. Et Tracy, ne les laisse pas te faire sentir coupable d'être forte. Le monde a assez de femmes faibles qui s'excusent de respirer. Il a besoin de plus de femmes comme toi. Des femmes qui bâtissent des empires et refusent de se faire petites. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, regardant la ville que j'avais conquise, me sentant plus soutenue par une femme de 92 ans dans le Vermont que je ne l'avais jamais été par mes parents. Tracy, comment s'est passé le dîner de famille? Son ton enjoué suggérait qu'elle savait déjà que la réponse serait divertissante. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit. Je veux créer un fonds en fiducie pour chacun de mes neveux et nièces, 250 000 € chacun, accessible à leurs 25 ans, à condition qu'ils l'utilisent pour leurs études ou pour créer une entreprise. Non accessible à leurs parents, en aucune circonstance.
Il y a eu une pause. Leurs parents vont perdre la tête. C'est l'idée. Peux-tu préparer les documents pour cet après-midi? Pour toi? Absolument. Autre chose? Oui. Je veux créer un fonds de bourse d'études dans mon ancienne université d'État. Des bourses complètes pour les étudiants issus de familles à faible revenu, qui étudient l'informatique ou l'ingénierie. Je veux financer 10 étudiants par an. Ça va coûter cher. Je sais. Et Jennifer, je veux qu'il s'appelle le fonds de bourse d'études Tracy Harper Self-Made. Elle a ri, ravie. Oh, ça va être savoureux. J'aurai tout prêt pour 15 heures. À 15h15, j'avais signé tous les documents. À 15h30, j'ai envoyé un email à mes parents et à Bethany, avec Jennifer en copie à des fins juridiques. L'objet était, concernant votre demande. Le corps du message était bref, je ne fournirai pas mon appartement à Bethany. Cependant, j'ai créé des fonds en fiducie pour Jackson, Emma et Sophia, qui leur seront accessibles à l'âge de 25 ans à des fins éducatives ou entrepreneuriales. J'ai également créé un fonds de bourse d'études à l'université d'État, d'un montant de 5 millions d'euros, qui fournira des bourses complètes à 10 étudiants par an, à perpétuité. Ce sont mes contributions à la famille et aux opportunités auxquelles je crois. Elles sont non négociables et irrévocables. Ne me contactez plus, à moins que vous ne soyez prêt à avoir une relation basée sur le respect mutuel, plutôt que sur des attentes de ce que je devrais fournir. Tracy. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai immédiatement bloqué leur numéro. Sophie a appelé 30 secondes plus tard. As-tu vraiment fait ce que je pense que tu as fait? Ça dépend de ce que tu penses que j'ai fait. Créer des fonds en fiducie pour les enfants, puis dire à tes parents d'aller se faire voir de la manière la plus élégante possible? C'est exactement ce que j'ai fait. Je t'aime tellement en ce moment. Les jours suivants ont été d'un calme bienheureux. Je me suis plongé dans le travail, rencontrant Marcus et son équipe, examinant des plans d'affaires, et prenant des décisions stratégiques concernant mon portefeuille d'investissement. J'ai rencontré le conseil d'administration de la société de gestion de mon immeuble, discuté des plans de rénovation de mes propriétés commerciales, et commencé à rechercher des acquisitions potentielles. J'ai aussi commencé une thérapie. Le docteur Patricia Reeves m'avait été chaudement recommandé, et dès la première séance, elle avait identifié des schémas auxquels j'étais aveugle depuis des décennies. Vous avez essayé de gagner leur amour en devenant invisible, a-t-elle dit lors de notre deuxième rencontre. Vous avez réussi professionnellement malgré eux, pas grâce à eux, et maintenant vous êtes en colère qu'ils ne puissent toujours pas vous voir. Est-ce mal, ai-je demandé. C'est humain, a-t-elle répondu. Mais Tracy, vous devez comprendre. Vous cherchez la validation de personnes qui sont fondamentalement incapables de vous la donner. Votre mère a besoin d'être le centre de l'attention. Votre sœur a besoin d'être la victime. Votre père a besoin d'être le pacificateur. Il n'y a pas de rôle dans cette dynamique pour que vous soyez réussie et indépendante. Alors, que dois-je faire? Vous faites exactement ce que vous faites. Vous construisez une vie qui ne nécessite pas leur approbation. Et vous faites le deuil de la famille que vous auriez souhaité avoir. Faire le deuil s'est avéré plus difficile que prévu. Il y avait des moments, des petits moments stupides, où je voulais appeler ma mère. Quand je concluais une grosse affaire et que je voulais partager la nouvelle, quand je me sentais seul dans mon grand et bel appartement et que je me souvenais de moments d'enfance où les choses avaient été plus simples. Mais ensuite, je me souvenais du dîner, de la cruauté désinvolte avec laquelle on attendait de moi que je cède ma maison, des décennies passées à être traité comme le distributeur de billets de la famille, sans aucune chaleur familiale. Et le deuil se durcissait en quelque chose de plus fort. 3 semaines après le dîner, mon père s'est présenté à mon immeuble. Le portier a appelé, incertain. Mademoiselle Harper, votre père est là. Il dit que c'est important. J'aurais pu dire non. J'aurais probablement dû, mais la curiosité l'a emporté. Faites-le monter. Il avait l'air plus petit, d'une certaine manière, debout dans mon hall d'entrée, admirant les hauts plafonds et l'art que j'avais collectionné, les preuves d'une vie dont il ne savait rien. Bel endroit, a-t-il dit maladroitement. Merci. Ta mère veut que je m'excuse. Mais vous ne le voulez pas, ai-je terminé pour lui. Il a soupiré, et un instant, il a paru avoir ses 67 ans. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Tracy. Nous avons demandé une faveur, et tu as tout réduit en cendres. Non, papa. Vous avez exigé que je renonce à ma maison, sans demander.
sans même reconnaître que c'était à moi de la donner. Il y a une différence. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas quoi? Que j'avais réussi? Que j'avais fait quelque chose de ma vie? Ou vous ne vous en souciez simplement pas assez pour demander? J'ai gardé une voix égale, mais je ne pouvais cacher la douleur en dessous. Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois, papa? Quand est-ce que maman a appelé juste pour savoir comment j'allais? Il n'a pas pu répondre. Les fonds en fiducie pour les enfants leur donneront des opportunités, ai-je poursuivi. De vraies opportunités de construire quelque chose par eux-mêmes, sans avoir à se faire petit pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. C'est plus que ce que j'ai jamais eu de votre part. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu as payé pour toute l'éducation universitaire de Beth, son mariage, sa maison. Quand j'ai demandé de l'aide pour les frais de scolarité, tu m'as dit que si j'étais assez intelligente pour l'université, j'étais assez intelligente pour trouver comment la payer. Nous t'apprenions l'indépendance. Non, vous faisiez du favoritisme et vous appeliez ça de l'éducation. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Je ne vous déteste pas, papa. Ni l'un ni l'autre. Mais j'en ai fini de me mettre le feu pour vous tenir au chaud. Les fonds en fiducie sont ma dernière contribution à cette famille. Utilisez-les judicieusement, ou non. Mais ne revenez pas en demander plus. Il est parti sans un autre mot. J'ai fermé la porte et je me suis laissé glisser jusqu'au sol, laissant les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de libération. Des larmes pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue, et que j'admettais enfin ne jamais avoir. Quand j'ai eu fini de pleurer, j'ai appelé Sophie. J'ai besoin de quitter New York pour un moment, ai-je dit. Tu veux aller à Martha's Vineyard? J'y ai une maison dont je n'ai jamais parlé. Elle a ri, un son chaud et familier. Tu es ridicule, et je t'adore. Et oui, quand est-ce qu'on part? Demain matin. La maison du Vignard était exactement ce dont j'avais besoin, une maison de capitaine de mer restaurée avec vue sur l'océan, et suffisamment de distance pour que mon ancienne vie puisse respirer. Sophie et moi avons passé une semaine là-bas, buvant du vin sur la terrasse, nageant dans l'eau froide de l'Atlantique, et planifiant l'avenir. Tu sais ce que tu devrais faire, a dit Sophie un soir, légèrement ivre d'un chardonnay coûteux. Tu devrais écrire un livre sur la création d'une entreprise en tant que femme dans la tech, sur la dynamique familiale, le succès, et tout le reste. Personne ne veut lire ça. Tu plaisantes? Tout le monde veut lire ça. Sais-tu combien de femmes là-dehors doivent faire face à des familles qui les sous-estiment, qui s'attendent à ce qu'elles se fassent petites? Tu pourrais aider des gens, Tracy. J'y ai réfléchi en regardant les étoiles se refléter sur l'eau. Peut-être. Pas peut-être, certainement. Et tu sais quoi d'autre? Tu devrais créer une société de capital risque. Concentre-toi sur les startups dirigées par des femmes. Mets ton argent là où sont tes paroles. Maintenant, tu dis n'importe quoi. Mais l'idée m'est restée, a pris racine, a étendu ses branches. Au moment où nous sommes rentrés à Manhattan, j'avais un plan d'affaires esquissé sur papier et le feu au ventre. 2 mois plus tard, Harper Venture a été officiellement lancé avec 20 millions d'euros de capital et une mission axée sur le financement des femmes et des entrepreneurs issus de minorités, qui avaient été négligés par les investisseurs traditionnels. Marcus s'est joint à nous en tant que partenaire, apportant son expertise et ses relations. Sophie a rejoint en tant que directrice des opérations, quittant enfin le cabinet de conseil qui la broyait lentement. La soirée de lancement a eu lieu sur le toit-terrasse de mon immeuble, un espace que j'avais spécialement conçu pour les événements. 200 personnes ont rempli la terrasse, un mélange d'entrepreneurs, d'investisseurs, de journalistes, et de leaders de l'industrie technologique. L'énergie était électrique. Je me tenais près du bar, discutant des conditions d'investissement avec un investisseur potentiel, quand je les ai vus. Mes parents, sur leurs 31, entrant comme s'ils avaient été invités. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage neutre. L'investisseuse, une femme nommée Diana Chen qui avait bâti son propre fonds spéculatif, a suivi mon regard. De la famille, a-t-elle demandé en connaissance de cause. Malheureusement. Voulez-vous que je les fasse escorter dehors par la sécurité? L'offre était tentante, mais j'ai secoué la tête. Non, voyons ce qu'ils veulent. Ma mère m'a repéré la première, son visage s'illuminant de ce sourire de façade qu'elle utilisait en public. Elle s'est approchée gracieusement, mon père la suivant comme une ombre réticente.
Elle portait une robe de créateur qui, je le savais, coûtait au moins 10 000 euros. De l'argent qu'ils avaient apparemment pour les apparences, mais pas pour l'éducation de leur petite fille. Tracy, ma chérie, a-t-elle fait la bise près de mes joues, et j'ai senti l'odeur de son parfum signature. Quel merveilleux événement. Nous sommes si fiers de toi. Diana a haussé un sourcil mais n'a rien dit, s'excusant avec une grâce diplomatique remarquable. Maman, papa, j'ai gardé une voix égale. C'est un événement privé. Sur invitation seulement. Eh bien, nous sommes de la famille, a dit maman, comme si cela expliquait tout. Tu n'as sûrement pas besoin d'inviter tes propres parents. En fait, si, surtout quand ses parents ont menacé de me poursuivre pour détresse émotionnelle il y a 3 mois. Mon père a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Le sourire de ma mère n'a jamais faibli, bien que ses yeux se soient durcis. C'était un malentendu. Mon avocat a été trop zélé. Votre avocat suivait vos instructions. Quelques invités à proximité commençaient à remarquer la tension. Sophie est apparue à mon coude, sa présence étant une offre de soutien silencieuse. Tracy a une réunion importante avec un investisseur dans 5 minutes, a dit Sophie doucement. Vous pourriez peut-être convenir d'un moment pour vous voir plus tard, par les voies appropriées. Le masque de ma mère s'est légèrement fissuré. Des voies appropriées? Pour ma propre fille? Caroline, la voix de mon père était calme mais ferme. Allons-y. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Un instant, j'ai cru que ma mère allait faire une scène, mais elle était trop consciente de la foule qui regardait, trop consciente que toute explosion de colère se reflèterait mal sur elle. Elle a redressé les épaules et m'a lancé un regard qui aurait pu geler le feu. Nous parlerons plus tard, Tracy. Non, ai-je dit clairement. Nous ne le ferons pas. Pas à moins que vous ne puissiez me traiter avec le même respect que vous accorderiez à un étranger. Alors peut-être, nous pourrons avoir une conversation. Ils sont partis, les talons de ma mère claquant sèchement sur le sol du toit terrasse, la main de mon père sur son coude, la guidant vers la sortie. Je les ai regardés partir, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Sophie m'a serré le bras. Ça va? Oui, en fait, ça va. Le reste de la soirée a été un triomphe. Nous avons annoncé nos premières entreprises en portefeuille. J'ai prononcé un discours sur l'investissement dans les fondateurs négligés. Et à minuit, nous avions suscité l'intérêt d'investisseurs pour un total de 50 millions d'euros de capital supplémentaire. Mais la victoire semblait creuse quand je suis rentré chez moi et que j'ai trouvé un paquet qui m'attendait, celui que ma grand-mère avait promis. À l'intérieur se trouvait une lettre, de l'écriture distinctive de mon grand-père, datée de 3 jours avant sa mort, il y a 5 ans. Ma très chère Tracy, si tu lis ceci, cela signifie que Patricia a décidé que tu avais besoin d'entendre ces mots. Elle a toujours su choisir le bon moment pour les choses. C'est pourquoi notre mariage a duré 65 ans. Je veux que tu saches que je t'ai vu, même quand les autres ne le faisaient pas. J'ai vu une petite fille qui posait des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. J'ai vu une adolescente qui cumulait 3 emplois pour payer l'université, parce qu'elle était trop fière pour mendier de l'aide. J'ai vu une jeune femme construire quelque chose à partir de rien, avec seulement son intelligence et sa détermination comme capital. Ton père est un homme bon, mais il est faible. Il a épousé une femme plus forte que lui et a passé sa vie à essayer de maintenir la paix au lieu de faire ce qui était juste. Ta mère est une femme compliquée, façonnée par ses propres déceptions. Et elle a transmis ses déceptions à toi et à ta sœur, de différentes manières. Mais toi, Tracy, tu as brisé le moule. Tu as refusé de te faire petite. Tu as refusé de t'excuser pour ta lumière. Dans ce paquet, tu trouveras l'acte de propriété du terrain dans le Vermont, 40 acres de terre qui appartiennent à notre famille depuis 3 générations. Ton père ne sait pas que je te le lègue. Il pensera qu'il lui revient, puis à ses 2 filles. Mais ce n'est pas le cas. Il te revient à toi seul. Utilise-le comme bon te semble. Construis quelque chose. Vends-le. Laisse-le à l'état sauvage. Il est à toi, libre de toute charge. Une fondation que personne ne peut enlever. Et souviens-toi de ceci, les personnes qui sont censées t'aimer inconditionnellement sont souvent celles qui imposent le plus de conditions à cet amour. Ce n'est pas ton travail de remplir ces conditions. C'est ton travail de construire une vie si pleine d'amour et de respect authentique que leur amour conditionnel ne laisse pas de vide. Je suis fier de toi, ma fille.
J'étais fier de toi quand tu avais 6 ans et que tu construisais des circuits avec mes vieilles pièces de radio. J'étais fier de toi quand tu as obtenu ton diplôme avec la plus haute mention. Et je suis fier de la femme que tu deviens, même si je ne serai pas là pour le voir. Reste forte, reste fidèle à toi-même, et ne t'excuse jamais, jamais, d'être extraordinaire. Tout mon amour, grand-père William. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage, avant de regarder l'acte de propriété. 40 acres dans le Vermont, avec une petite cabane dessus, bordée par un ruisseau et une forêt. Je me souvenais l'avoir visité enfant. Je me souvenais de mon grand-père m'apprenant à pêcher dans ce ruisseau. Je me souvenais m'y être senti en sécurité, d'une manière que je ressentais rarement à la maison. Il m'avait donné plus que de la terre. Il m'avait donné une validation. Il m'avait vu. Le lendemain matin, j'ai appelé ma grand-mère. « Tu l'as lu ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je ne peux pas accepter la terre, mamie. Papa était censé en hériter. Ton père a assez. Ton grand-père a pris d'autres dispositions pour lui. Cette terre t'a toujours été destinée. William m'a dit il y a des années que tu étais la seule à l'apprécier pour ce qu'elle était. Pas pour ce qu'on pouvait en tirer à la vente, mais pour ce qu'elle représentait. Qu'est-ce qu'elle représente? La liberté. L'espace. La capacité de respirer sans que les attentes de quelqu'un d'autre ne t'étouffent. Elle a fait une pause. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai réfléchi à cette question tout le reste de la journée. Le terrain valait probablement 2 millions d'euros si je le vendais. Je pourrais le donner à une fiducie de conservation. Je pourrais le développer en un centre de retraite. Ou je pourrais le garder, un endroit qui était à moi, entièrement à moi, où je pourrais aller quand le monde deviendrait trop bruyant. Finalement, j'ai décidé de le garder, mais de le partager d'une manière qui honorerait l'esprit de mon grand-père. J'ai créé la bourse William Harper, une retraite d'1 mois pour les femmes entrepreneurs qui avaient besoin d'espace et de temps pour développer leurs idées. Elles séjourneraient dans la cabane, utiliseraient le terrain, et auraient accès à du mentorat et à des ressources, le tout entièrement gratuitement. La première boursière était une femme nommée Jasmine Rodriguez, une mère célibataire du Bronx avec une idée d'application d'apprentissage des langues utilisant la réalité augmentée. Elle a passé 1 mois dans le Vermont, et à son retour, elle avait un prototype fonctionnel et un dossier de présentation qui a finalement obtenu un financement de 3 millions d'euros. Le New York Times a fait un portrait d'elle. Forbes m'a mise sur une liste. Ma mère a envoyé un SMS, le premier contact en des mois, demandant si j'avais vu les articles. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis plongé dans le travail. Nous avons financé 12 entreprises au cours des 6 premiers mois, une start-up de dispositifs médicaux dirigée par 2 femmes noires de l'université Howard, une marque de mode durable fondée par une immigrante latina, une entreprise de technologie financière résolvant de vrais problèmes pour les communautés sous-bancarisées. Chaque réunion de présentation, chaque contrat, chaque histoire de succès était un doigt d'honneur à tous ceux qui m'avaient dit de penser plus petit, de vouloir moins, de prendre moins de place. Et puis, 9 mois après le dîner qui a tout changé, Bethany s'est présentée à mon bureau. Mon assistante, une femme à l'œil vif nommée Cara qui était avec moi depuis 3 ans, a annoncé par l'interphone. « Votre sœur est ici. Elle n'a pas de rendez-vous. » J'aurais pu dire non. J'aurais peut-être dû, mais j'étais curieuse de savoir ce qui l'avait poussée à venir après tout ce temps. « Faites-la entrer. » Bethany avait l'air fatiguée, plus âgée. Ses vêtements étaient toujours de marque, mais ils lui allaient différemment, comme si elle avait perdu du poids à cause du stress plutôt que par intention. Elle se tenait dans mon bureau, admirant la vue de Manhattan, le mobilier minimaliste, le mur de récompenses et de coupures de presse. « Joli bureau », a-t-elle dit finalement. « Merci. Qu'est-ce que tu veux, Beth ?» Elle a tressailli à cette franchise. Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour le dîner, pour des années à profiter de toi, pour ne t'avoir jamais apprécié. J'ai attendu. Kevin m'a quitté, a-t-elle poursuivi, la voix brisée, il y a 2 mois. Il avait une liaison avec son assistante de son studio, celle qui peignait réellement son travail. Il s'avère qu'elle était sa partenaire à plus d'un titre. Je suis désolé, ai-je dit. Et je le pensais, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je savais ce que ça faisait de voir sa réalité voler en éclats. Maman et papa sont furieux contre moi, surtout. Ils disent que j'aurais dû savoir, que j'aurais dû être plus attentive, que j'aurais dû le rendre heureux. Elle a ri amèrement.
C'est drôle, quand c'est toi qui t'effondres, soudain leur soutien vient avec des conditions. Je l'ai vu alors, le moment où elle a réalisé ce que je savais depuis des années, que leur amour avait toujours été transactionnel, contingent, conditionnel. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Bethany ? » « Rien, a-t-elle dit, et je l'ai cru. Je ne veux rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur Kevin, sur eux, surtout. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé quand nous étions enfants. Je suis désolé de les avoir laissés faire de toi la méchante, parce que tu étais forte. » Quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement fissuré. Pas le pardon, pas encore, mais la possibilité qu'il le soit un jour. Les fonds en fiducie pour les enfants, ai-je dit prudemment. Ils sont en sécurité. Kevin ne peut pas y toucher. Assure-toi qu'ils sachent que cet argent est à eux, pour leur avenir, pas pour les attentes de quelqu'un d'autre. Je le ferai. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Tu as construit quelque chose d'incroyable, Tracy. J'aurais aimé te le dire avant. Après son départ, je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, pensant à la famille, au pardon, à la différence entre les deux. Ce soir-là, j'ai débloqué le numéro de mon père et j'ai envoyé un SMS. On peut dîner. Juste nous. Sans attente, sans exigence, juste un dîner. Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard. J'aimerais beaucoup. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. C'était juste une porte, légèrement entr'ouverte, laissant passer un filet de lumière. 6 mois plus tard, Harper Venture était évalué à 200 millions d'euros. Nous avions financé 37 entreprises, et 4 avaient déjà été acquises par de grandes sociétés, rapportant des rendements massifs à nos investisseurs. Je dînais avec mon père une fois par mois. Nous parlions d'affaires, de son travail, de choses neutres qui ne faisaient pas mal. Parfois, nous rions même. Maman ne s'est jamais jointe à nous, et je ne lui ai pas demandé de le faire. Bethany et moi échangions des SMS occasionnellement, prudemment. Elle reconstruisait sa vie, créant réellement son propre art maintenant, travaillant à temps partiel dans une galerie. Les enfants étaient à l'école publique, ce qui, disait-elle, était mieux pour eux de toute façon. Elle avait cessé d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et moi ? Je vivais dans mon Penthouse, dirigeant ma société de capital risque, sortant avec une brillante avocate en environnement nommée Rachel, qui trouvait mon drame familial délicieusement dysfonctionnel et m'aimait quand même. J'en avais fini de me faire petite, fini de m'excuser de prendre de la place, fini de me mettre le feu pour tenir les autres au chaud. La petite fille à qui l'on avait dit d'être moins, de vouloir moins, d'être reconnaissante pour les miettes, elle avait bâti un empire. Et elle l'avait fait sans permission, sans approbation, sans la bénédiction de personne d'autre que la sienne. C'était la meilleure des vengeances.